En Allemagne, vu les perspectives de sortir du nucléaire, l'éolien est déjà très fortement développé. Sa part dans la production d'énergie électrique est très importante. La géothermie, qui est négligée en Algérie, donc à l'échelle mondiale, on trouve 8536 MW électriques, et particulièrement au niveau des États-Unis, de nombreuses centrales géothermiques qu'on retrouve aux États-Unis, en Californie. En France également, elle est pionnière dans le domaine de la géothermie. Aujourd'hui, 40 installations dédiées au chauffage urbain, dont la majorité réalisée dans les années 1980. Donc c'est très ancien. Donc la géothermie est une énergie propre et inépuisable, qui est une énergie inexistante en Algérie. Par rapport aux énergies renouvelables, la géothermie en profondeur présente l'avantage de ne pas dépendre des conditions atmosphériques. La géothermie reste avec la biomasse et l'éolien l'une des sources principales d'énergie dans le monde. Donc il est temps que l'Algérie s'oriente vers cette ressource naturelle destinée pour la production d'électricité et le développement touristique. Une telle installation se réalise à un prix très onéreux, mais vite amorti. La valorisation des déchets ménagers, donc c'est la biomasse. Je ne m'attarde pas un peu, donc je vous cite une centrale. Je vais vous citer directement. Un exemple type d'incinération en France. Un centre réceptionne des collectes traditionnelles de 17 communes adhérentes pour traiter 630 000 tonnes de déchets par an. Après avoir été pesé, camion, bennes, déverser les ordures ménagères dans une fosse de 15 800 m3 équipée de pans roulants avec grappins, etc. Donc c'est un complexe industriel. 3 groupes de fours chaudières d'une capacité nominale de 28 tonnes par heure. Donc c'est une industrie qu'on peut retrouver même dans les capitales européennes. À Bruxelles, on retrouve cette industrie en plein centre capitale. C'est pour éviter le transport des déchets à des distances très éloignées. Et à Paris, il y en a. Donc toutes les précautions sont prises pour les fumées. Donc les fumées passent d'abord dans des électrofiltres qui captent la poussière chargée de métaux lourds. Donc tout est récupérable. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme d'après Lavoisier. Il y a aussi la méthanisation qui est développée en Europe. Il y a 80 unités de méthaniseurs qui se trouvent en Europe, permettant la fermentation des déchets, et jusqu'à un tel point où on arrive à des odeurs inexistantes. L'incinération des déchets est un processus de haute technologie, et pour transfert technologique, cela nécessite la participation des universitaires qui doivent prendre des postes lors du projet et pendant le fonctionnement. Le tri avant incinération devient obligatoire, la bonne gouvernance est exigée et les textes législatifs doivent être ficelés. À l'aide de l'incinération et la valorisation énergétique, la résolution de l'insalubrité sera définitive. Un centre d'incinération bien maîtrisé ne devrait provoquer aucun mécontentement de la population, comme dans le cas actuel du centre d'enfouissement de Corso et les différents centres d'enfouissement à l'échelle nationale. L'investissement est lourd, mais la valorisation énergétique favorise l'amortissement et plusieurs centaines de postes d'emploi seraient assurés. La production d'électricité alimentera le centre d'incinération et le réseau public. Alors, je vais reprendre la thématique ou l'intitulé de votre présentation, de votre conférence, évolution scientifique des énergies renouvelables dans le monde et leur application dans la société algérienne. Vous dites bien, en effet, société algérienne. Alors, celle-ci est-elle aujourd'hui prête, professeur, à finalement accepter ces nouvelles ressources? C'est une question de mentalité, c'est une question d'habitude, c'est une question d'attitude. Tel que nous voyons actuellement en tant que citoyens, je visite l'Europe, je visite l'Algérie. En France, à Lyon, je trouve des panneaux solaires sur les toits.
Donc il y a une dynamique. En Algérie, je ne vois pas cette dynamique. Donc si on parle vers 2030, on prévoit 40% de l'énergie sera de type énergie renouvelable. Il y a un moment d'inertie qui est très lent. Et moi, je ne suis pas optimiste pour qu'on puisse arriver à ce résultat-là. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est les ressources non conventionnelles qui font peur, ce solaire, cet éolien et tout le reste. Les Algériens se sont tellement habitués aujourd'hui aux ressources conventionnelles, pétrole et gaz, qu'ils ne veulent plus chercher ailleurs. Comment pouvez-vous, en tant que professeur à Polytechnique, expliquer cet état de fait? Bon, cet état de fait, c'est... Il faudrait qu'il soit une stratégie très solide, avec des perspectives sûres, avec les moyens qu'il faut mettre en œuvre. C'est-à-dire, on a tendance, dès qu'on fait un projet de centrale électrique en énergie renouvelable, on fait bouger, il y a la presse, on présente tout. Mais après 3 ans, 4 ans, on ne voit pas le résultat. Est-ce que ça a bien marché? Est-ce que ça n'a pas bien marché? Est-ce que c'est en... Donc, c'est-à-dire, je verrai que les conséquences, il n'y a pas de synthèse. Est-ce qu'on peut reprocher aujourd'hui au pouvoir public de ne pas être suffisamment offensif vis-à-vis de cette politique des énergies renouvelables? Absolument, absolument, puisqu'on s'est orienté politiquement. Il y a le président de la République qui s'est déplacé en Allemagne il y a quelque temps, le projet Desertec, etc. Mais le fond, il est vide, parce qu'un projet de telle ampleur, pour qu'il soit discuté à la haute sphère, normalement, il y a toute une discussion scientifique avec du personnel compétent, etc., pour parler de Desertec. Desertec, il projette... J'allais aborder ce sujet bien après, mais puisque vous en parlez, allez-y. Il projette le transport d'énergie électrique vers l'Europe. L'Europe n'a pas besoin de l'énergie, parce que les laboratoires de recherche, ça travaille, ça bosse, comme je viens de citer, de parler de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, ils vont nous délaisser notre hydrocarbure. Et qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, ça c'est autre chose. Ils s'en foutent. Maintenant, ils ont besoin du gaz. Dès qu'il y a les vannes qui se coupent par la Russie, ils crient, etc. Mais ils voient très loin. Ils ont une stratégie. Ils ont une stratégie. Leur stratégie va gagner du terrain. Et nous on va rester... Alors, puisque vous parlez de Desertec, que devient le projet aujourd'hui? Est-ce que vous avez des échos? Je n'entends plus parler ces derniers temps. Le projet Desertec, on parlait de l'énergie solaire à grande ampleur, alors que l'énergie solaire, vu les scientifiques, j'en ai déjà parlé, il foire sur l'aspect scientifique. Donc il n'y a pas une maturité scientifique pour le moment. Alors comment c'est présenté? L'Algérie, à elle seule, avec son taux d'ensoleillement, peut alimenter toute l'Europe en énergie. Mythe ou réalité? Vous y croyez ou pas? Moi, je n'y crois pas. Parce qu'on a beaucoup de soleil, on a des carrières, on a du sable, mais la technologie, même à l'échelle de l'Europe, ça foire. Donc je prends le Japon, il a des projets de recherche jusqu'à 2030. Qu'est-ce qu'il va faire en 2020? Qu'est-ce qu'il va faire en 2030? Etc. Même s'il n'arrive pas à ces perspectives-là, il arrivera à 70%, puis il va rectifier le tir. Mais nous, on n'a pas de perspective de recherche. On suit, c'est-à-dire on attend clé en main. Et la clé en main, c'est pas sûr. Alors justement, puisque vous parlez de clé en main, lorsque nous, journalistes, on a tenté de comprendre les raisons qui ont fait à ce que le projet Desertec n'ait pas vu le jour, l'explication qui nous a été donnée, il y a eu un peu de la surenchère de l'Algérie en la matière. Vous allez me dire que c'est tout à fait normal. On a demandé à ce qu'il y ait un transfert de technologie et les autorités européennes, à leur tête l'Allemagne, ont refusé de faire ce transfert de technologie. Ils ont voulu livrer effectivement le projet clé en main et c'est ce qui a fait capoter un peu le projet. Est-ce que vous avez eu les mêmes informations que nous? Est-ce que vous avez d'autres informations concernant ce projet Desertec? C'est une politique des pays développés. Donc ils veulent soutirer de vous le maximum sans donner. Parce que pour que ce projet de Desertec puisse fonctionner, il faudrait que les centres de recherche en Allemagne puissent s'installer en Algérie et faire fonctionner nos chercheurs.
et faire travailler nos chercheurs. Donc, puisque nous sommes au stade de la recherche, donc il faudrait un centre de recherche bien solide. Nous avons des centres de recherche ici en Algérie qui piétinent avec les difficultés bureaucratiques, c'est-à-dire, moi j'entends parler du centre de recherche du silicium au niveau de l'Orachie, etc. Mais il y a des publications, mais dans la pratique, certaines publications, mais dans la pratique en elle-même, le fond, l'objectif, lorsqu'on fait une recherche, on a un objectif pratique. On atteint un objectif pratique sur lequel les résultats de recherche doivent être mis à l'échelle industrielle, mis en valeur à l'échelle industrielle. Donc c'est beaucoup pour l'Algérie, je dirais, parce qu'on n'est pas... Les petits projets de recherche, pour les faire passer à l'échelle industrielle, c'est compliqué. Ça s'oublie. Je reste avec Desertec, c'est Sonalgaz qui a été chargé de chapeauter l'opération. Est-ce que vous pensez que c'est une charge trop importante pour une entreprise comme Sonalgaz? Moi, je trouve personnellement l'État une décision politique. Dernièrement, il y a quelques mois, il y a une décision politique, on a mis un ministère de l'artisanat. On a mis un ministère de la jeunesse, alors que c'était le ministère de la jeunesse et des sports. Pourquoi ne pas mettre un ministère chargé de l'environnement, chargé des énergies renouvelables? Parce que c'est un gros paquet. Et Sonalgaz, pour s'en occuper, combien de centrales elle en a, le réseau de distribution, etc. Ils ont créé une cellule à leur niveau, mais cette cellule-là, d'énergie renouvelable, n'est pas suffisante pour faire une transition énergétique. D'accord. Il y a le monsieur qui peut. Ok. Toujours dans Desertec? Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Je continue avec Desertec et je vous donne la parole. Au jour d'aujourd'hui, professeur Sahi, est-ce qu'on a intérêt de faire réussir un projet comme Desertec dans notre pays, ou au contraire? Qu'est-ce que vous en pensez au jour d'aujourd'hui? Desertec, c'est une ambition très importante. C'est une ambition. Mais il ne faut pas travailler sur les ambitions. Il faut travailler les pieds sur terre. Donc on a besoin d'une énergie, c'est-à-dire il faudrait que chaque citoyen puisse bénéficier de l'énergie, comme on en parle de chaque citoyen a besoin de l'eau. Donc chaque citoyen a besoin de l'énergie. D'accord. Donc il ne faut pas parler de vendre de l'énergie électrique, donc il faudrait tout un équipement de transport. Cette énergie-là, elle traverse l'Espagne, elle traverse, etc. Donc on peut dire que c'est trop ambitieux. C'est trop ambitieux, c'est exagéré, moi je dirais, c'est exagéré. Puis on en parle, puis ça y est, les structures étatiques, les ministères, on n'en parle plus, puis on oublie. Desertec, on n'en parle plus maintenant. On l'a oublié, c'est on l'a oublié, moi j'en en parle parce que j'ai fait un peu l'historique. Donc où est Desertec? Il ne faut pas faire des projets. D'accord. Donc il y a un certain nombre de travaux. Nous sommes dans le projet du ministère de l'énergie, donc le projet national pour lequel il y a une enveloppe de 90 milliards de dollars à la phase expérience. Il y a le projet de Rouiba qui va faire du photovoltaïque. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'industriels privés. Et vous le savez mieux que moi, le privé ne met jamais un sou s'il n'a pas espoir d'en retirer plus. C'est Vital, c'est Ben Hammadi, le groupe Condor, c'est le groupe Haznaoui, c'est le groupe... Il y a donc, vous n'êtes pas d'accord avec le professeur sur le fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de recherche, il y a de la recherche. Lisez le dernier rapport du CDR, lisez le bilan de SKTM, lisez ce qui se fait par le ministère, ce qui s'est dit à Oran l'octobre dernier, ce que dit Sonatrach aujourd'hui. Donc nous sommes en phase de la... En 56 et en 58, quand l'Algérie ou la France de l'époque s'était lancée dans l'exploration des hydrocarbures, et à l'indépendance, à la reprise, l'Algérie a construit la première raffinerie. L'Algérie était obligée d'acheter tous les équipements. Beaucoup de pays producteurs de pétrole, y compris l'Arabie Saoudite, ne sont pas fabricants. Mais pardon, oui. Je termine. Il en est de la même chose. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, on va rester pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le solaire et l'éolien, parce que tout le reste, même l'éolien, le parc éolien est très minime, les expériences qui sont menées sont très minimes. Aujourd'hui, ça coûte très cher, c'est comme le GSM. À la sortie du GSM, qui de nous pouvait se payer un GSM? Aujourd'hui, il y a diffusion pratiquement dans les maisons, vous avez dit sur les 12. L'équipement s'achète.
il y a un fonds d'investissement pour les énergies renouvelables qui existe. Il y a une école et une institution qui est formée. À l'IAP, vous avez à l'Institut, vous avez des laboratoires. Il y a aujourd'hui dans les universités à Tlemcen, à Bab Zouar, à Lusto, il y a le projet de développement du silicium qui arrive à bout avec les Japonais, à Lusto. Donc aujourd'hui, nous sommes à la phase. Donc, quand je dis je ne suis pas d'accord, il y a deux choses. Desertec, c'est une peau de baudruche. C'est de l'argent que les banquiers allemands voulaient faire fructifier. Il y a une opportunité d'investissement, on y va. Regardez le programme marocain. Il est extraordinaire. Les Marocains, les Séoudiens investissent dans les énergies renouvelables. C'est vrai que vous dressez là une situation, mais la question qui se pose, et ce que tout le monde recherche finalement, et vous êtes certainement d'accord avec moi, c'est qu'on ne voit pas tout ceci sur le terrain concrètement. Parce que, voilà comme les gaz de schiste, il y a une phase expérimentation, recueil de données, parce que c'est nouveau. Les hydrocarbures chez nous, c'est 56-58. Donc il y a tout un long parcours pour aujourd'hui que Sonatrach dispose de moyens pour aller sur fonds propres, investir, explorer, produire du raffinage, produire des raffineries, construire des gazoducs. Donc il y a les énergies renouvelables, le solaire industriellement exploitable, c'est nouveau. C'est resté longtemps dans les laboratoires. Aujourd'hui, l'hydrogène se fait. Aujourd'hui, la géothermie se fait. L'hydrogène en mer existe. L'offshore existe. Mais c'est encore au stade de l'expérimentation. Donc, il va falloir, c'est pour ça que le programme va s'étaler jusqu'à 2030. Selon vous, c'est normal que ça prenne autant de temps? C'est normal. Voilà. Professeur, c'est normal. Votre réaction après ce commentaire? C'est-à-dire, moi j'ai peur que l'Algérie s'entraîne dans des dépenses très importantes, alors que la recherche n'a pas atteint ses objectifs. Les dépenses, vous voulez dire le coût? Le coût de l'installation du central photovoltaïque. Premièrement, la surface elle est très énorme, donc on va choisir le sud, sinon on va prendre les terres agricoles. Donc les concentrateurs d'énergie, c'est-à-dire c'est dans la recherche. Donc peut-être on attend 4 ans, 5 ans, on verra plus clair. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans le solaire, parce que c'est très important. Alors, mais l'investissement dans le solaire, à chaque fois qu'on en parle, la première explication qu'on nous donne, le coût. Ça coûte trop cher. Alors maintenant, ce qu'il faudrait, une bonne fois pour toutes, décider, on y va ou on n'y va pas? Le coût, le particulier n'avancera jamais de son argent pour raison de coût. Maintenant, si l'État, c'est-à-dire j'ai parlé tout à l'heure que la propreté de la planète n'a pas de prix. Donc, pour l'humain, éviter le gaz à effet de serre, ça n'a pas de prix. Donc, si ça coûte un peu plus cher, ça ne fait rien. Si on lance la production, le prix va diminuer. Si on reste en attend jusqu'à ce que le coût soit réduit, on ne va pas bouger. Donc, l'énergie solaire, je ne suis pas contre. On peut avancer, mais pas dans des méga-projets dans l'immédiat. On peut lancer chez des particuliers. Bon, on l'a vu en France, il y a des particuliers qui travaillent avec ERDF, ex-EDF, qui contribuent non seulement à alimenter l'électricité personnelle, mais aussi de toute la collectivité. Voilà. Donc les particuliers, on laisse les particuliers, on leur donne des subventions pour qu'il n'y ait pas de blocage. La vente de cette énergie, d'excès d'énergie, on le vend vers la société publique, vers Sonelgaz. Donc il y a un décret dernièrement, en 2014, qui est sorti. Ça, c'est une bonne chose, mais c'est insuffisant. Donc c'est-à-dire la Sonelgaz, elle est prête à acheter de l'énergie renouvelable des particuliers. Donc, c'est-à-dire pour ne pas attendre jusqu'à ce que la recherche soit terminée, de voir plus clair, on peut commencer. Les sites isolés, c'est bien d'avancer, l'énergie solaire, mais l'énergie solaire souvent a des problèmes comme une énergie intermittente. Il y a des préférences pour l'énergie éolienne. Mais parfois si on fait jumeler les deux, on va réduire cette intermittence. D'accord. Donc parce que si vous parlez d'une énergie éolienne, c'est-à-dire l'éolien, vous pouvez, sauf s'il y a
des anticyclones où il y a un blocage total, il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout. Mais ça, c'est des cas particuliers au courant de l'année. On retrouve l'éolien le jour, la nuit, l'hiver, l'été, etc. Alors, je donne un exemple. Le soleil, non. Le soleil en hiver, c'est complètement réduit. La nuit, il n'y a pas de, etc. Et le problème de batterie, ça pose un problème, etc. Alors, je donne l'exemple. Je pose la question suivante. Est-ce que l'État ne doit pas donner l'exemple? En premier, il y a deux exemples que j'ai envie de citer. L'autoroute Est-Ouest, projet du siècle sur le gouvernement algérien, et le million de logements. Alors, pourquoi on ne voit pas de panneaux photovoltaïques entre Annaba et Tlemcen? Pourquoi on ne voit pas de chauffe-eau solaire sur les logements réalisés? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État doit impérativement, s'il souhaite que cette politique des énergies renouvelables réussisse, commencer déjà à intégrer cette politique dans les projets importants? Dans les projets importants, bien sûr. Moi, j'ai parlé dans mon exposé, j'étais très bref, il ne faut pas se limiter à l'énergie solaire. Il y a d'autres énergies, l'éolien, il y a d'autres énergies, la biomasse. Vous parlez de la géothermie, par exemple. La biomasse, on dit que c'est encore de la recherche. Moi, j'ai visité, parce que moi, en tant que chercheur, professeur, il faut passer par le stade de formation. Moi, je n'ai pas parlé parce que le temps a été court. Je parle de la formation. L'initiative de ce projet environnemental et énergétique peut être initiée déjà au niveau des écoles primaires et dans le secondaire. Pour que l'Algérie réussisse la transition énergétique d'ici 2030, il faut initier la formation de formateurs au niveau des centres de formation professionnelle qui sont à l'état actuel dépourvus. On n'a pas trouvé un centre de formation professionnelle qui forme dans les énergies renouvelables. Parce que la maintenance, parce que vous allez être des particuliers qui vont lancer le solaire sur leur toit, il a besoin d'un petit technicien de temps en temps de venir. Vu que le domaine des énergies renouvelables est multidisciplinaire, qui touche la chimie, la physique, semi-conducteurs, l'électricité, l'électronique, la thermodynamique, la métallurgie, la mécanique des fluides, etc., différentes analyses expérimentales, un programme de formation présente des spécificités aussi bien au niveau du technicien qu'au niveau du master. Actuellement, au niveau des universités, il n'y a pas de spécialistes en énergie renouvelable. Donc il faudrait prévoir un programme spécifique en énergie renouvelable et former des masters. Actuellement, en Algérie, cette discipline est gardée comme une option au niveau de la phase recherche. C'est-à-dire n'importe qui a un diplôme de master en énergétique, il a un diplôme en métallurgie, etc. Il est au stade de la recherche pour le LMD, doctorat. Eh ben, il va faire option recherche, option énergie renouvelable. Alors que non, donc, normalement il devrait être énergie renouvelable. Donc actuellement en Algérie, cette discipline est gardée comme une option au niveau de la phase recherche, ce qui est largement insuffisant. Largement insuffisant pour développer cette spécialité et la retrouver sur le terrain. Il y a lieu de créer des masters et des programmes devraient contenir les modules effectifs en énergie renouvelable. Moi j'ai mes élèves en énergie solaire, mais j'aurais souhaité qu'il y ait une formation multidisciplinaire dans le domaine des énergies renouvelables. Énergétique, les semi-conducteurs. Bon, pour les métallurgistes, ils font les semi-conducteurs, mais donc... Ça reste limité. Ça reste limité. Oui. Merci beaucoup, professeur, d'avoir animé ce forum, et merci à toutes et à tous d'avoir participé. Très bonne journée.